Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller où ce soir j'ai le plaisir de recevoir Gilles Verdiche. Bonsoir Gilles. Bonsoir, Nathalie. Alors ce soir on va parler philosophie. Je vous Ouais, reçois pour cet essai qui s'appelle Stranger Philo, ouais. comprendre la philosophie avec Stranger Things, la série. Mhm. Paru aux éditions Flammarion le 15 novembre dernier. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser toutes les questions, même des cols en philosophie s'ils veulent, par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou en commentaire, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vous coller. Alors, le Ouais. voilà. Tout le monde connaît Stranger Things, tout le monde connaît la philosophie. Moi, j'ai passé un merveilleux moment à lire cet essai. Merci de l'avoir écrit parce que ça m'a éclairé plein de choses. Alors, il n'y a pas Ah. que la série, il y a aussi la philosophie, mais je voudrais que, en une minute, vous nous donniez les grandes thématiques de votre livre. Alors, les grandes thématiques, c'est celle. Alors, il y en a trois, en fait, hein, pour être simple. La première, c'est celle de la nostalgie, parce que la série repose bien sûr sur la nostalgie, puisqu'elle se déroule dans un village dans les années 80, et les personnages sont des ados, jeunes ados. Et il y a tout un monde qui rappelle plein de choses à une génération qui se rapproche de la mienne, peut-être de la vôtre, je crois. Voilà, tous Confirme. les objets, y compris toute la pop culture qui y est associée, les films de Spielberg, les films de John Carpenter, les objets, les cassettes VHS. Le deuxième, c'est le monde et son double, puisqu'il y a un monde à l'envers dans ce village avec des monstres qui viennent d'un autre monde. Et la thématique en général de l'autre monde, pourquoi toujours imaginer d'autres mondes? Comme je le dis, vous connaissez peut-être le titre d'un James Bond, ça s'appelle Le monde ne suffit pas. Donc, pourquoi le monde ne suffit pas? Pourquoi on veut toujours un autre monde? Ça date de la nuit des temps. Je crois que depuis Gilgamesh, déjà, le premier roman mésopotamien, 3000 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des histoires d'autres mondes. Et puis, la troisième thématique, c'est non plus le monde et son double, mais le moi et son double, puisqu'il y a aussi toute la thématique de la recherche de soi, notamment dans un des épisodes, le titre est Monstres et super-héros ou Monstres et super-héroïnes. Et donc voilà, donc, parce qu'on se retrouve avec des jeunes qui sont dans la crise d'adolescence, dans le passage entre l'enfance et l'âge adulte. Donc voilà, donc on a vraiment les grandes thématiques finalement de la philosophie qui se résument dans la question philosophique par excellence chez Leibniz, dont on parlera peut-être, je ne sais pas, on verra. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Voilà, et finalement, c'est très, très métaphysique cette série derrière ces airs de pop culture. Alors, vous avez écrit ce livre parce que vous aviez aimé la série ou c'est en regardant la série que vous vous êtes dit finalement il y a toutes ces thématiques-là que je pourrais. Parce que je rappelle, vous êtes professeur agrégé de philosophie, donc vous n'êtes pas. Agrégé. Ouais, je préfère le dire, Voilà. au moins on n'a pas C'est quelqu'un pas qui. Joe Piono, attention, hein. Voilà, donc vous êtes très légitime à expliquer toutes ces thématiques de philosophie. Que ça vous est venu comment en fait? C'est en regardant la série ou en pensant. Vous êtes tout de suite dit, il faut que j'écrive là-dessus? Non, pas tout de suite. C'est en regardant la série. D'abord, je l'ai regardé comme je regarde beaucoup les séries quand même, hein, quelles qu'elles soient, très, très. Je suis assez éclectique d'ailleurs, hein, éclectique, c'est pas facile à dire. D'ailleurs, donc ça va de Stranger Things à En Thérapie. Ma série préférée dernièrement, ça a été aussi Succession, qui était diffusée. Voilà, enfin, je fais partie d'ailleurs, comme je le précise dans le quatrième de couverture, d'une revue qui s'appelle Saison, qui est spécialiste sur les séries. Donc, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Et donc, j'ai l'habitude quand même, des formations professionnelles, de regarder les séries aussi bêtes est-elle l'air, avec un regard toujours à aller chercher des choses. Et effectivement, je me suis dit, elle m'a vraiment parlé, cette série. Et après coup, je me suis dit, c'est une fois que je l'avais vue, que j'avais. En fait, c'était cette histoire de monde à l'envers, quoi. C'est vraiment cette histoire de monde à l'envers qui m'a. Je me suis dit, mais ça fait. J'ai tout de suite pensé à Platon. Alors, ceux qui connaissent ou pas, mais c'est un peu la tarte à la crème en cours de terminale, l'allégorie de la caverne, qui a déjà donné naissance à plein de films, Matrix, Inception. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses de science-fiction comme ça qui reposent sur l'arrière-monde, le double monde. Et je me suis dit, pourquoi on s'accroche comme ça à cet autre monde et c'est ça, voilà. En fait, c'était le thème de l'autre monde qui m'intéressait au départ. Voilà.
Moi, honnêtement, j'aurais bien aimé qu'on m'explique l'allégorie de la caverne que j'ai eu au bac, en plus, à l'oral. Ouais. Pour tout vous dire, comme vous l'expliquez dans la dernière, pas dans la dernière partie, mais plutôt vers la fin, j'aurais bien aimé Ouais. que le prof de philo me l'explique comme ça. Écoute, Est-ce que d'ailleurs, vous l'expliquez tel quel à vos élèves? je l'explique. Alors, ça dépend. En fait, je l'explique pas tous les ans parce que mon inspectrice nous a gentiment dit qu'on pouvait aller au bac sans forcément avoir fait l'allégorie de la caverne. J'en parle si c'est intéressant. En général, enfin, il m'arrive de leur montrer Matrix, hein, en particulier. Donc, l'idée, c'est toujours ma démarche de pop culture, si vous voulez. On commence d'abord par une référence. C'est quand même mieux si vous dites au début du cours, on va regarder un extrait de Game of Thrones ou de Stranger Things, plutôt que de leur dire aujourd'hui, on va faire l'allégorie de la caverne ou l'impératif catégorique de Kant. Voilà, donc tout de suite, ça donne plus envie. Ils savent pas où on veut en venir, mais à un moment, ils comprennent. Et voilà, et puis c'est des thèmes qui finalement, ils finissent par comprendre, quoi. Voilà, donc voilà. L'idée, c'est en tout cas, quel que soit le sujet, de comment toujours aller chercher les élèves là où ils sont et les gens, dans les livres aussi. Pop culture, ça veut dire culture populaire, hein, donc s'adresser aux gens avec ce qu'ils savent. Si on a une minute pour le dire, un des premiers philosophes qui avait fait la tentative, c'était un philosophe américain, Stanley Cavell, qui dans les années 80, qui était un prof d'université, hein, très, 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 très reconnu, et qui a commencé à étudier les livres les films de Frank Capra, des comédies de remariage. Et ses collègues lui ont dit, ça va pas, c'est pas des sujets qu'il faut étudier. Voilà. Et donc, on a commencé à s'ouvrir un peu à d'autres objets que la grande littérature, entre guillemets, etc., etc. Alors, dans la première partie de votre livre, il est question de la nostalgie. La question toute bête, c'est pourquoi la nostalgie, ça marche toujours? Est-ce que Alors, c'est l'aspect toujours. régression? Oh, C'est l'aspect oh, régression qui fait que c'est le confort? oui, Enfin, alors pourquoi? ça marche toujours. Je pense que ça marche toujours à toutes les époques parce que comme des gens comme nous, quand on atteint un certain âge, Soyez pas forcément, désagréable. il y a le petit côté, voilà. Voilà. Alors, c'est régressif. Donc, il y a le côté, si vous voulez, individuel et collectif. Voilà. D'un point de vue individuel, forcément, la nostalgie peut fonctionner. On le voit, en fait, que chaque génération a sa nostalgie. Vous savez, toutes les dizaines d'années, on voit que ce qui marche, c'est ce qui était en vogue il y a 20 ou 30 ans. Ben, voilà. Donc, ça marche d'un point de vue personnel parce que ça rappelle des choses, y compris à cette génération donc, qui a connu donc, Spielberg, les jeux de rôle, enfin, tous ceux qui étaient enfants à l'époque. Et particulièrement, en fait, je pense à notre époque où effectivement, un terme à la mode, c'est régressif. C'est régressif, ça j'en parle dans le livre, puisque dans les émissions, fameuses émissions de cuisine à la télé, ça devient la qualité essentielle d'un plat, c'est d'être régressif. Voilà. Ouais. Alors, c'est-à-dire de nous ramener à l'enfance. Alors, comme je dis, c'est quand même une drôle de qualité d'être régressif. Hein, comme je dis, un politique peut vous promettre d'être conservateur, d'être progressiste, mais celui qui vous dirait votez pour moi, je suis régressif, ça paraît un peu étonnant. Donc, effectivement, il y a toujours l'histoire du retour à l'enfance. Donc, ça marche pour n'importe quel individu, hein, puisque comme j'en parle dans le livre, bon, bah, plus on vieillit, plus on se rapproche quand même de la fin. Et donc, ça nous console toujours, ça nous réconforte de se souvenir du début. Et puis, particulièrement, je pense à notre époque. Enfin, je ne sais pas si vous écoutez de temps en temps les infos en ce moment en vous réveillant depuis, allez, on va dire au moins 2020, si ce n'est 2001. Mais je pense que on comprend que l'époque soit un peu à la nostalgie, c'est-à-dire avec Ah, toujours l'idée que, voilà, franchement, quand on écoute les actualités, ça fait penser à l'éloge de la folie de Erasme qui dit que c'est être fou que de se sentir bien dans un monde qui va pas bien. Enfin, voilà, donc voilà. Après, je creuse aussi tout ce côté nostalgique de cette époque en particulier, parce que la nostalgie, c'est donc le plaisir d'être triste, d'avoir perdu quelque chose, et en même temps, il y a un côté illusoire. Voilà, il y a un côté illusoire dans la nostalgie, puisqu'on regrette un moment qu'on n'a peut-être pas vécu aussi bien sur le moment. Voilà, on se dit, oh, j'étais tellement bien, alors que sur le moment, je suis peut-être passé un peu à côté. Voilà, moi, dans mon livre, comme je fais des ponts avec la pop culture, je parle du film Big, qui est ouais. mon film doudou, voilà, que j'ai découvert avec Tom Hanks quand j'avais 13 ans. Et ça me plaisait beaucoup ce film, puisque c'était un gamin de 13 ans qui, du jour au lendemain, devenait grand et avait 30 ans. Il se retrouvait dans le corps de Tom Hanks. Voilà.
Et donc maintenant, c'est vraiment débile cette histoire. C'est-à-dire, maintenant, c'est mon film doudou parce que ça me rappelle quand j'avais 13 ans, alors qu'à l'époque, ce qui me plaisait, c'est que ça me rendait plus grand. Donc, ça rappelle quand même la conscience malheureuse que Pascal, Blaise Pascal, pas Mm. Pascal Légitimus, hein, mais Blaise Pascal souligne. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans le présent, on est toujours dans le passé ou dans le futur, et on n'est jamais au moment présent, et on passe toujours un peu à côté des choses, soit parce qu'on les regrette, soit parce qu'on les attend, et voilà. Bah, vous faites une référence au début en parlant des Goonies, donc je ne sais pas si ça parle à Ouais. nos amis spectateurs. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre les Goonies? Alors, eux, il n'y en a pas un qui disparaît, hein, parce qu'ils disparaissent tous, quoi, en fait. Avec Voilà. Stranger Things, où là, finalement, c'est un ado qui disparaît et c'est ses amis qui partent à la quête de cet ado. Est-ce Ouais. qu'on pourrait faire un parallèle? Est-ce que c'est le pendant de... Pas tout à fait, parce qu'il y a des évolutions. Ouais. En 2016, et les Goonies, c'est quoi? C'est les années... C'est pas des non. 85 ou 6, Ouais, je ne sais oui, plus voilà, c'est exactement. ça. Enfin, tout est de cette époque-là. Bah, on peut faire le parallèle d'autant plus que c'est la référence assumé, explicite des frères Duffer, là, des Duffer Brothers. Donc évidemment, ça fait partie de leur grande référence, c'est-à-dire cette bande de jeunes qui partent à l'aventure, une sorte d'Indiana Jones en culotte courte. Hein, voilà. Je l'ai montré d'ailleurs à mes filles qui ont 7 et 11 ans. Hein, ça, c'est l'éducation, la transmission du savoir. Donc, je leur ai fait regarder les Goonies il y a 15 jours, alors que c'est un film qui a 40 ans quasiment. Et voilà, donc c'est la référence. Une autre référence qu'on voit beaucoup aussi, puisque vous parlez d'enfants qui partent à la recherche à la fois de quelqu'un, d'un disparu et d'eux-mêmes, c'est Stand By Me, Mm. dont on voit la référence aussi de manière moins explicite, mais quand même, dans Stranger Things, on les voit souvent marcher le long des rails, et dans Stand By Me, ils passent leur temps à marcher le long des rails. Je crois il y a River Phoenix dans le film hein, qui est mort très jeune, le pauvre. Et voilà. Mais en tout cas, effectivement, les références, c'est tous les films d'enfants, d'adolescents, y compris The Breakfast Club, où on a des ados qui se retrouvent punis pendant 1 heure et demie et en fait, ils vont se découvrir des liens. Donc, c'est aussi effectivement une série, j'allais dire un film, parce que c'est un grand film de. Hein, vous savez que les derniers épisodes durent 2h15, il faut y aller. Hein, ça s'appelle plus une série, hein, on ne sait plus comment ça s'appelle. Mais effectivement, sur le pouvoir de l'amitié, enfin, même la fraternité, c'est très à la mode tout ça. Enfin, je veux dire, c'est très. Peut-être dans un monde individualiste, je ne sais pas, bon, ça fait sociologie à 2 balles, mais voilà. On trouve ça dans Tolkien, la communauté de l'anneau. Enfin, on a une sorte de communauté, y compris dans les épisodes un peu iconique, pour reprendre le vocabulaire religieux, comme le fameux épisode 4, saison 4, on en reparlera peut-être, où il y en a une qui est sauvée grâce à Kate Bush, qu'elle écoute, c'est parce que ça rétablit le lien avec ses amis. Voilà, il y a toujours le pouvoir de l'amitié. Il y en a même une à un moment, je ne voudrais pas spoiler, mais quand même Ah, un petit peu. vous l'avez Euh, fait, hein. Vous l'avez fait, là. voilà, Ça, c'est pas bien, hein. j'ai Mais vous garanti l'assumez, hein. Vous 100% l'assumez. spoiler. Alors après, comme je le dis volontiers, c'est pas Game of Thrones non plus Stranger Things. Hein. C'est-à-dire, je pense que l'intérêt repose pas non plus sur savoir qui va mourir, qui va pas mourir. Bon, c'est une bande de jeunes. L'intérêt, c'est pas de les faire tous mourir. C'est pas. Alors, il y a beaucoup de références à des films d'horreur. Hein, j'en parle beaucoup puisque il y a ces monstres. Mais voilà, c'est pas non plus Alien. C'est pas le but. C'est pas que tout le monde se fasse tuer les uns après les autres. Voilà, je pense que c'est quand même plus pour les enfants, pour les ados, il y a quelque chose quand même de plus feel good, positif. Donc voilà. Donc c'est pas grave si on spoil un peu. Et donc voilà. Donc à un moment, il y en a une, je vous dirai pas qui. Quand ressuscite une autre, je vous dirai pas qui, mais juste parce que elles sont devenues les meilleures amies. Enfin, voilà. Vous voyez, euh, c'est une forme d'héroïsme. Voilà. Dans Star Wars, par exemple, ce qui rend les Jedi héros, c'est de faire leur devoir et de n'avoir aucun sentiment. Voilà, ce qu'on retrouve, voilà, l'amour est l'ennemi du devoir. Voilà. Dans Harry Potter, c'est l'amour qui sauve, au contraire, l'amour de la mère pour cet enfant. Hein, et voilà. Et puis dans Stranger Things, c'est l'amitié. Voilà, donc Et vous c'est n'avez en pas ça eu que envie, justement, d'écrire sur Harry Potter? c'était déjà fait par ma bonne copine Marianne Chaillan, donc on va pas Ouais. en faire des. Moi, alors j'avais personnellement, si sa petite pub, j'avais participé à un hors-série pour le magazine Le Point sur Harry Potter et j'avais fait la critique notamment sur Voldemort.
entre autres. Voilà, donc effectivement, Harry Potter, voilà, il y a des choses qui existent, qui sont très bonnes. Voilà, hein. Et puis c'est un peu après ma génération, Harry Potter. Pour le coup, Ouais, c'est plutôt ouais, peut-être 10 ans après. Moi, c'est plus Star Wars, hein, et puis voilà. ça Mais c'est sûr. Stranger Things aussi. Voilà, Est-ce que voilà. vous pensez que le succès de la série, c'est parce que c'est l'histoire d'un autre monde qui est exploré par des ados et c'est vu à leur hauteur Dieu? Alors, exactement, c'est très intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que racontent les deux frangins, les deux jumeaux, là. C'est-à-dire que ce qui fait le succès de la série, ça a été ce qui les a empêchés au départ de la produire. Ils racontent qu'ils ont, parce que maintenant que ça marche, tout le monde dit c'est une opération de marketing. Voilà, bon, je suis pas dupe, hein. Moi, j'ai fait tout mon chapitre, mon premier chapitre sur les rats du centre commercial. C'est le titre d'un des épisodes, hein, The Mall Rats, pour reprendre avec l'accent. Voilà, donc est-ce qu'effectivement tout ça, c'est pas pour nous vendre des t-shirts, puisque moi j'en ai moi-même, enfin les produits dérivés, etc. Bon, très bien, d'accord. Ça n'empêche que eux, ils n'y avaient pas pensé au départ. Et au départ, ils avaient un mal fou à se faire produire parce que ils disaient il y avait un côté un peu contradictoire parce que c'était un film, une série pour des jeunes avec des enfants qui sont les héros et en même temps qui se passe dans les années 80, donc qui s'adresserait plutôt à un public de 40 quinquas cadras. Voilà, donc ça allait pas ensemble. Et en fait, c'est ce qui fait le succès de la série, c'est que ça plaît à tout le monde. C'est intergénérationnel, puisque à la fois ça parle aux enfants, aux adolescents, et à la fois ça parle aux adultes. Voilà. Et effectivement, euh, dans le livre, je précise que le monde à l'envers se comprend d'abord comme le regard des enfants. Ça, c'est assez intéressant. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai fait quelques petites recherches, j'ai découvert parce que je ne savais pas forcément, que le monde à l'envers, c'est une thématique des illustrations de la Renaissance, héritée du carnaval du Moyen Âge, où on inverse les rôles. Voilà, et typiquement, on inverse le rôle entre les enfants et les adultes, où D'accord. ce sont les enfants qui apprennent aux adultes. Voilà. Et en tout cas, ce qu'il y a de monde à l'envers dans Stranger Things, c'est qu'en fait, c'est un monde d'enfants. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent un peu la série, mais c'est encore plus évident dans la saison 3, c'est que les enfants sont adultes, sont responsables et les parents sont immatures. Voilà, c'est-à-dire les Ah ouais. enfants s'occupent des choses très sérieuses, ont compris qu'il y avait un danger qui venait d'un autre monde. Pendant ce temps-là, les parents font un peu n'importe quoi, ils regardent la télé, ils draguent, ils sont en chemise, voilà. Et comme je raconte, comme je le rappelle dans la saison 3 notamment, les deux personnages David Harbour et Winona Ryder, qui est donc une actrice des années 80 qui parle à notre génération, euh, euh, ont quasiment des scènes de sitcom, quoi. Voilà, c'est que de la comédie. Pendant ce temps-là, les enfants, eux, ont tout compris. Voilà, donc effectivement, c'est le regard, le point de vue est celui des enfants adolescents. Et donc, évidemment, il y a une identification qui me paraît assez facile, quoi. On essaye de comprendre. Il y a notamment le dernier épisode, je crois, de la saison 3 ou 2. Alors, je retrouve, excusez-moi, la 2, je crois, qui est consacré où il y a un bon quart d'heure sur le bal de fin d'année. Voilà, parce que c'est des choses qui, effectivement, voilà, c'est l'âge où on a les hormones qui travaillent. Voilà. Et finalement, ce que je dis aussi, alors finalement, pas finalement, hein, on va rester là encore un petit peu, mais finalement, ce monde à l'envers lui-même, j'essaye de l'interpréter comme le symptôme, enfin, j'essaye pas, moi je l'ai vu tout de suite comme ça, comme le symptôme du malaise adolescent, en fait, hein. Voilà, c'est-à-dire, je me pose la question de savoir, peut-être que vous vouliez en parler, mais est-ce que ce monde à l'envers, il existe ou est-ce que c'est pas simplement le regard mélancolique, dépressif des enfants, puisqu'ils vont tous mal, hein, on pourra Oui, oui. creuser, mais voilà, donc pour moi, c'est quand même au moins la métaphore de l'adolescence comme passage difficile, en fait, hein, voilà, y compris d'ailleurs dans ses conséquences les plus dramatiques, hein, c'est-à-dire ces enfants qui se font tuer pour certains par le méchant Vecna. Est-ce que c'est pas juste des enfants suicidaires qui, voilà, qui à un moment passent à l'acte, quoi, hein, voilà. Alors, ce qu'il y a de brillant, je vais vous le dire comme ça, c'est quand même que dans tout le livre, vous revisitez les grands thèmes de la philosophie. Comment on fait pour l'air de rien, au milieu de tous ces épisodes que vous décortiquez, vous nous placez quand même Hannah Arendt, vous nous placez plein de films, donc Platon, il y en a d'autres, on passe des meilleurs, Leibniz, Spinoza, je vois qu'il est derrière vous, je me souviens plus, vous l'avez cité Spinoza, je sais plus. Spinoza, alors Spinoza, j'ai dû en parler. Il est où? Un Je sais petit pas. peu, oui, Oh. derrière en bleu là. Voilà. Spinoza, je dois faire une allusion, mais en fait, je crois que j'étais parti plutôt sur Leibniz.
Ouais. Voilà. C'est à un moment, il faut faire un choix. On peut pas. Ce que je dis moi-même à mes élèves, je leur dis, utilisez pas deux auteurs dans un. Mm. Ah, il y a le son qui s'est coupé. Je sais pas si vous nous entendez. On vous entend plus. On ne vous entend plus là, en fait. Vous avez votre micro qui a dû se couper. Vous m'entendez, Gilles, ou pas? Voilà. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais très bas. Le son est très très bas. Je Voilà, sais ça pas. revient. Ça y est, c'est Là, c'est revenu. bon, là? Oui, Oui, pardon. j'ai vu en son. Excusez-nous. C'est pas Alors, grave. oui, oui, j'ai vu que c'était en sourdine. Voilà. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, on va pas parler de tout. Je peux pas parler de tout. Et Oui, l'idée, c'est effectivement, si je veux rendre les choses un peu accessibles, c'est parler bien d'un auteur plutôt que de multiplier les références pour faire semblant. Donc, j'aurais très bien pu parler effectivement de Spinoza. De toute façon, tous les philosophes, ceux qu'on lit comme Platon depuis 2500 ans, je disais ça pas plus tard que ce matin à mes élèves. Si on lit Platon qui a écrit il y a 2500 ans, c'est qu'il a dû dire des trucs qui n'étaient pas inintéressants et voilà. Et donc, on peut toujours en parler, mais on peut pas parler de tout et tout le monde. Alors, pour le coup, par contre, je me suis concentré, moi, sur une référence qui est moins connue hein, des élèves de terminale. Donc, Clément Rosset, philosophe français très contemporain. Il est mort il y a 2 ans, enfin voilà, et donc qui a beaucoup réfléchi sur justement le monde et son double, le moi et son double. Et donc, c'était l'occasion un peu de sortir des références classiques, donc de faire découvrir, y compris des philosophes un peu moins mainstream, pour le dire en pop culture. Voilà. alors, comment vous avez fait pour introduire ces passages de philosophie qui sont vraiment très intéressants? Parce que nous, ça nous fait revenir dans les années, voilà. Mais pour les plus jeunes qui vont vous lire, j'espère qu'ils vont vous lire. Ouais, ouais, Comment ouais, ouais. vous avez Lisez. travaillé? Bah, écoutez, j'ai pas grand-chose à faire, c'est-à-dire c'est c'est ma grille de lecture en fait. Ouais, Moi, quand je vois pour raconter la scène, quand je vois vers la fin Eleven, donc la héroïne, la super héroïne qui a des super pouvoirs, qui vient sauver sa copine Max dans l'esprit, par l'esprit, hein, et l'autre elle la touche. Est-ce que tu es vraiment réel? Est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que je suis pas en train de rêver? Moi, je pense tout de suite au philosophe Berkeley. Enfin voilà, il y a un côté un peu des déformations ouais, c'est ça. professionnelles. Moi, je vois tout de suite la réflexion du rapport entre le corps et l'esprit. Voilà. Donc, après, la difficulté, c'est en écrivant, en fait, de montrer le lien. Et puis, cet exercice de pop philosophie, je m'en suis rendu compte avec les relectures qu'il y a eu chez l'éditeur, c'est que à un moment, il faut aussi savoir renoncer à aller un peu trop dans des choses compliquées qui vont finir par un peu perdre le lecteur. Voilà, faut faire attention. Voilà, c'est un exercice qui est pas toujours facile parce qu'il faut à la fois, on essaye de pas être au ras des pâquerettes, hein, de pas non plus être aux portes ouvertes de la philo, d'enfoncer des portes ouvertes. Enfin voilà, j'essaye de dire des choses qui vont un peu loin quand même. Voilà, à partir de pop et en même temps un moment, faut pas non plus perdre le lecteur. Voilà. Donc en fait, on est sur une ligne de crête hein, avec cette pop philo. On est sur une ligne de crête où il faut à la fois. Je suis un genre de passeur, si vous voulez. J'essaye de faire découvrir. Le but, c'est qu'une fois que les gens ont lu ça, ils ont envie à la fois de voir la série Ok, et à la fois je vais la d'aller revoir. lire les Oui. auteurs dont je parle, de la revoir. Voilà. Donc paradoxalement, c'était le même message que je donnais pour Star Wars. La philo de Star Wars, c'est fait y compris pour les gens qui aiment ni la philo ni Star Wars. Donc là, si vous aimez ni Stranger Things ni la philo, surtout lisez ce livre. Moi, je m'étais arrêtée à la saison 1, mais maintenant, j'avoue que j'ai envie de tout revoir. Maintenant que je vous ai lu, ça m'a Voilà. ouvert des explications que je n'avais peut-être pas vues dans la saison 1 que j'ai vue, moi. Ouais. Et vraiment, et j'ai appris deux autres choses. Alors, une référence scientifique, je ne connaissais pas la constance de Planck, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça, Ouais, je- là, ouais, ouais. Et une référence littéraire que j'ai très envie d'aller lire de Théophile Gautier, La Oui, Montagne Rose. Je ne le connaissais pas. voilà, voilà, exactement. Bah, Vous écoutez. avez choisi de citer ce titre. Eh ben, écoutez, c'est un peu par hasard. Alors moi, je connaissais, comme je raconte Théophile Gautier, La Momie, le roman de La Momie. Je connaissais un peu l'univers. Je connais un peu Edgar Poe, dont je parle vraiment par allusion parce que je parle de Bachelard qui parle de Poe. Et ça, en fait, bah, c'est vraiment par hasard, en fait, puisque je racontais mon histoire que le monde à l'envers, c'était la confusion entre le rêve et la réalité.
Et c'est en fait une copine, hein, dans une discussion de bar, qui m'a parlé de cette nouvelle qui fait 10 pages ou 20 pages, ça se lit très vite, qui est magnifique, hein. Elle me dit, ah, ça me rappelle la nouvelle de Théophile Gautier, La Morte amoureuse. Et j'ai lu, et effectivement, c'est exactement ça. Et ça permet de faire des ponts. Alors en plus, comme en plus de la philosophie, les classes de terminale auxquelles j'enseigne, on a ce qu'on appelle maintenant la spécialité humanité, littérature et philosophie. Ça permet vraiment de faire le lien. Et on est vraiment au cœur de ce que j'appelle la pop culture, moi. C'est-à-dire, à partir de Stranger Things, qui peut paraître comme ça un peu un divertissement sans fond, se mettre à avoir envie de lire Théophile Gautier, un auteur du 19e. Voilà, moi j'avais fait l'expérience avec Colombo, une autre série dont je suis fan. Donc je suis fan de Colombo et en écrivant un article pour ma fameuse revue Saison, j'avais appris qu'il était inspiré du juge dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Je savais Alors pas. ça m'a donné envie. Ben non, ben moi ça m'a donné envie. J'avais lu que Les démons, hein, Mhm. de Dostoïevski. Il faut dire c'est des pavés de 800 pages. Hein, voilà. Et j'ai lu Crime et Châtiment en 3 jours, juste parce que ça m'intéressait de voir le juge dedans. Et voilà. Et je trouve que c'est bien la pop culture. C'est pas l'idée qu'il y aurait les bonnes et les mauvaises, la culture, la sous-culture. Je fais toute une introduction là-dessus, hein, sur qu'est-ce que c'est que la pop culture, qui a ses côtés obscurs, hein, évidemment, comme je vous le dis, le côté un peu marketing, un peu consommation de masse. Enfin, je veux dire, on peut écouter toutes les critiques, mais l'éclectisme et l'ouverture à être un peu moins snob, un peu moins finalement lutte des classes, moi je trouve ça plutôt très bien. Je veux dire, si regardez une série vous ouvre à des auteurs que vous auriez jamais découvert sans Mhm. cette ouverture, ça c'est plutôt positif. Voilà. Ouais. On va parler de la musique, parce que la musique est quand même un personnage central dans cette série. Moi, Voilà. je vous ai détesté, mais toute une après-midi, parce que vous m'avez mis dans la tête ce fameux titre de Luna Parker. Je sais pas si les gens. Là, je vais vous Ouais, pourrir la soirée, mais voilà, je vais pas... il m'a pourri ma journée, mais je vais vous pourrir la soirée. ouais, C'était ta dame, Eric. voilà, Mais voilà, c'est quelque voilà. chose de culte, ça, des années 80. Alors, bah, pour moi, oui. Alors, bon, comme le livre est sur Stranger Things, je désespère pas d'avoir une traduction anglaise un jour, mais comme je le précise, eux, ils vont pas connaître tes États d'Amérique, qui, Non, moi, me paraît, enfin voilà, quand je veux m'écouter un morceau nostalgique années 80, j'écoute ça parce que d'abord, ça me rappelle les années 80, c'est-à-dire moi, je me c'est sûr. retrouve, Ouais. j'ai l'impression d'avoir 14 ans dans ma chambre, en train de peindre mes bonhommes en plomb, en faisant mes jeux de rôle parce que effectivement, c'était mes activités. Et en plus, il y a un mode mineur dans la chanson, je trouve un peu déjà mélancolique. Et voilà, donc moi, c'est vraiment, c'est ma chanson préférée des années 80. Voilà, Tes États d'Amérique, qui, à mon avis, vaut plus qu'une chanson de variété des années 80. D'ailleurs, c'est pour ça que ça reste. Et effectivement, c'était un peu la référence française pour rappeler ce qui se passe dans Stranger Things. Comme vous le dites, c'est plus, enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je précise dans le livre, c'est que la musique joue un rôle. C'est un personnage qui joue un rôle. Et la musique ne vient pas illustrer les scènes, mais c'est quasiment l'inverse. Les scènes viennent illustrer la musique. Donc, la grosse affaire de Stranger Things, affaire commerciale, c'est que Kate Bush, 65 ans, a gagné, enfin, je sais plus quel âge elle a, 61, 62, elle a gagné 2,5 millions de dollars sans bouger de son canapé au mois de juin 2022. Voilà, parce que au départ, je crois qu'il lui avait fait un chèque de 2 000 dollars pour les droits. Et puis voilà. Et donc pourquoi? Parce que ils ont fait un usage, voilà, ils ont fait un usage iconique, comme on dit, de son morceau où la fille est sauvée des enfers en écoutant Kate Bush. Alors j'en ai fait du coup tout un chapitre qui s'appelle Comment j'ai sauvé mon âme avec une chanson, où je m'interroge, je vous parlais de la spécialité humanité, littérature et philosophie, et dans ce cours, il y a un chapitre sur les expressions de la sensibilité. Voilà, donc en fait, j'ai quasiment fait un petit cours de HLP, de humanité, littérature et philosophie, sur pourquoi l'art en général est une forme d'expression de la sensibilité privilégiée, et pourquoi la musique en particulier, comment est-ce qu'on peut être sauvé? C'était une chanson des années 80 aussi. Je voudrais pas encore faire de l'anglais avec un accent
trop mauvais, mais Last Night, The DJ Saved My Life with This Song, voilà. Donc, il y avait une chanson française de Jean Leloup, un chanteur Ah ouais. québécois, qui était, à la fin, on entend, c'est dans 1990, et à la fin, on entend, hier soir, le DJ a sauvé mon âme avec cette chanson. Et donc, j'ai fait, voilà, sauver mon âme. Donc, pourquoi la musique peut sauver notre âme? Et là, je suis content. C'est vraiment ce que je voulais dire. Voilà, me faire un peu plaisir. Même si bon, je suis pas bon, j'aime beaucoup la musique, j'en écoute beaucoup. Après, je suis pas un expert, je connais pas toutes les partitions de Liszt ou de Bach Ah ou bon? de voilà, mais j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur la musique et ça m'amusait d'étudier un peu de philosophie de la musique. Alors en partant donc de Kate Bush pour parler de Schopenhauer et de Bergson. Donc comment Bergson et Schopenhauer définissent le rôle de l'art sur les états d'âme et en particulier celui de la musique. Voilà, avec une mention spéciale contre Hegel, où je me suis permis de dire, bon, Hegel, grand philosophe par ailleurs, hein, il y a un côté évidemment deuxième degré, mais en disant Hegel, qui se prenait pour un grand philosophe, n'a absolument rien compris à la musique, puisque vu ce qu'il dit dans son cours d'esthétique, bon voilà, bon, c'est un peu pour la boutade, parce qu'évidemment Hegel, c'est très très bien, mais c'est vrai que sur ce passage-là, Ça te fait plaisir. je l'ai trouvé, voilà, je me fais plaisir, et c'est vrai que j'ai trouvé un peu faible. Voilà, on a le droit à un moment de taper sur quelques idoles, c'est pas mal. Mais vous avez le droit. Ce qui était intéressant aussi, c'est le fait que vous disiez que la musique inspirait les sentiments et qu'elle faisait revivre le passé. Parce que Oui, souvent, ça provoque des émotions, mais vous voilà. expliquez que ça inspire les émotions. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est là-dessus que Bergson et Schopenhauer sont assez d'accord. Bah, il y a qu'à voir quand on regarde la série, quand on écoute de la musique. Bah, regardez tous ces gens qui prennent les transports en commun avec maintenant à la mode des écouteurs sans fil. Bon, il y en a beaucoup qui utilisent le téléphone sans écouteurs. Ça, il faudrait peut-être commencer à s'y mettre, hein. Ils sont toujours là, 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 là. Alors que moi, j'entends très bien ce qu'il dit. Bon, voilà. Mais effectivement, la musique ne, n'exprime, c'est ce que dit à peu près Bergson, elle n'exprime pas des sentiments, elle les inspire, elle nous met dans un état. Voilà. C'est pas là voilà, je sais pas. Alors, vous voyez, je suis en train de bafouiller parce que précisément, c'est des choses assez difficiles à décrire. J'essaye de le faire. Je passe 5, 10 pages à essayer de décrire cette drôle d'alchimie, mais disons que l'idée, si vous voulez, c'est que contrairement à des images dans un film ou même à des mots dans un livre, la musique n'est pas une manière d'exprimer des sentiments, elle, elle est ses sentiments eux-mêmes. Enfin voilà, je fais, alors c'est là que on pourrait penser à Spinoza, c'est-à-dire que c'est une autre manière d'exprimer les mêmes sentiments à l'intérieur. Il y a une sorte de résonance, de vibration avec l'âme. Enfin moi, ce qui m'épate quand même, enfin ce qui m'étonne, ce dont je parle, c'est que déjà dans le cinéma, je prends l'exemple d'Elephant Man, donc déjà dans le cinéma, des grands réalisateurs arrivent à vous procurer des émotions en 1 heure et demie. Voilà, donc chez Elephant Man, la pitié par exemple, tous les films d'horreur, la peur, dans les films d'amour, voilà. Philadelphia, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais effectivement avec oui, avec Tom Hanks encore. C'est moins drôle que Big, hein, mais donc avec Tom Hanks où là, tout le monde pleure et Elephant Man, voilà. Et donc, se dire que en 1 heure et demie, on arrive à faire éprouver des émotions qu'il faudrait une vie ou des années de chagrin, faut passer par plein d'étapes dans sa vie pour éprouver la même chose, c'est quand même la magie de l'art. Et la musique, en une mesure, enfin, je veux Ouais, dire, mais je c'est confirme. en une mesure, on se retrouve dans un état affectif, émotionnel, qu'il faudrait toute une vie pour retrouver le même. Voilà, donc il y a le côté, ça va chercher au fond de l'âme, dirait Bergson. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut penser que cette gamine, quand elle met son casque en écoutant Kate Bush, enfin, tout le monde l'a vécu. Hein, on est tous dans un film. Hein, vous savez, enfin, vous savez ou pas, Oscar Wilde disait, ça n'est pas l'art qui imite la vie, c'est la vie qui imite l'art. Et effectivement, là, c'est même pas, on pourrait dire, c'est l'art qui anime la vie. Enfin, voilà, pensez à vous devant votre glace, devant votre miroir, sous la douche, même en marchant dans le métro, quand vous écoutez une musique qui inspire, hein, quand on dit, hein, c'est le mot à la mode, inspirant. Voilà. Bon, alors moi, je déteste personnellement ce terme inspirant, mais pour le coup, de la musique inspirante, c'est-à-dire inspirante d'émotions, de sentiments. Et ce qui va avec ces émotions et ces sentiments, c'est on a l'impression de vivre une expérience qui va au-delà du sentiment. Voilà, on se sent
plongé dans un état affectif qui est assez fort hein, et qui est indescriptible par des mots et par toute autre forme d'art, me semble-t-il. Alors là, vous êtes parti d'une série, mais est-ce que quand vous lisez des romans, du romanesque, des fictions écrites, ça vous fait, vous avez la même analyse, la même déformation professionnelle. Est-ce que ça pourrait vous arriver d'écrire un prochain livre sur décortiquer un grand roman, soit contemporain, soit passé, quoi? Alors, j'aurais un peu de mal parce que je suis un culte, en fait, c'est-à-dire, je lis, je lis non, mais je pourrais, mais je lis plus là aussi, des formations professionnelles. Moi, je lis beaucoup de sciences humaines, en fait. Voilà, effectivement, pour ce qui est de la fiction, je vais plutôt être sur l'image, moi, hein. Donc, Ouais. effectivement, je suis très cinéphile, sériephile. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai pas la culture tellement des romans. Bon, j'en ai lu, il n'y a pas de problème. Mais alors, je pourrais sans doute effectivement faire la même chose, mais je pense que la démarche serait pas la même. Enfin, alors, roman contemporain, parce que mon pari de la pop culture, comme son nom l'indique, culture populaire, c'était justement d'essayer de faire tomber les barrières entre la culture classique, entre guillemets, et une culture plus populaire, en opposant culture et divertissement. Alors qu'il y a un côté, on peut le faire, hein, ma copine Marianne Chaillan avait fait un bon bouquin sur Amélie Nothomb, voilà, précisément. Donc, aller chercher la philosophie. Mais il y a un côté, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà une démarche un peu philosophique chez un auteur de roman, qui soit contemporain ou voilà. On parlait de la musique tout à l'heure. J'évoque dans mon livre La Madeleine de Proust, bien sûr, quand on parle de la nostalgie. Voilà, bon, Proust qui lui-même est inspiré de Bergson. Bon, ce que je veux dire, c'est que ça demande moins d'efforts d'aller chercher du Bergson et de la philosophie chez Proust, puisque c'est déjà une expression philosophique développée, voilà. Alors qu'aller la chercher dans de la culture pop, dans du manga, c'est une autre paire de manches. Voilà. Moi, la démarche de la pop culture, c'est ça. Voilà, on peut le faire, hein, mais voilà. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de faire un peu tomber les barrières quand même. Hein, c'est d'aller dire aux gens qui regardent Stranger Things comme moi, parce que si j'ai fait Stranger Things, c'est que la deuxième fois, moi, que j'avais fait Star Wars et je fais Stranger Things. C'est-à-dire, je suis pas abonné à faire tout ce qui sort. Voilà, et je prends des choses qui me plaisent. J'avais envie de faire ce livre, voilà, parce que la série m'a plu. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même aller chercher des gens qui aiment bien regarder ces séries-là, populaires, donc, qui demandent effectivement sur le moment un peu moins d'efforts pour les amener. J'ai envie de dire les tirer vers le haut, les sortir de la caverne, pour reprendre le vocabulaire de Platon, à partir de ça. Si on tape direct sur Proust, bon voilà, il y a pas, on parle déjà entre personnes qui avons cette culture-là, voilà, que j'ai pas d'ailleurs moi, hein, pour le coup, Proust, voilà, mais voilà, je pense que la démarche n'est pas la même. La démarche n'est pas la même. Hein. On est plus dans un commentaire des choses qui se font depuis bien longtemps en fait. Hein. Voilà, aller chercher de la philosophie chez Proust. Évidemment, enfin voilà, je veux dire, ça me paraît évident. Voilà. Alors, vous aviez envie d'écrire ce livre avec cette série-là. Est-ce que la mise en application a été aussi facile que l'envie? Très plus Ouais. facile. Voilà. C'est-à-dire, alors, pour le coup, oui, oui, ça a été facile. J'ai dû faire des coupes, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup de choses à dire. Mon éditeur au départ m'avait dit, mon bien-aimé éditeur de chez Flammarion, Guillaume Robert, donc m'avait dit, tu sais, c'est pas obligé d'être très long comme livre, voilà, amuse-toi. Bon, résultat, ça fait 300 pages. C'est ça. Voilà, j'ai fait des coupes. Non, mais alors, ce qui est amusant, c'est la manière dont je l'ai écrit. Parce qu'en général, quand on écrit un livre, surtout un essai en philosophie, on essaye de construire les choses de manière un peu rationnelle, hein, avec un début, un milieu, une fin. Voilà. Là, comme je me suis senti pressé par le temps, je me suis dit, je vais écrire à chaque fois ce que j'ai envie. Et du coup, j'ai passé des mois à écrire le matin en me disant, tiens, ce matin, j'ai envie de parler de ci, ça, j'ai envie de parler de ça. Donc, en fait, je m'inquiétais pas trop sur l'ordre, en fait. J'écrivais sur tel personnage, telle scène. Et à la fin, je me suis retrouvé avec une espèce de tableau impressionniste avec plein de notes dans tous les sens. J'avais parlé de plein de trucs. Et ce qui a été un peu dur, c'est les dernières semaines quand il a fallu faire un plan. Bon, et le plan, a été plus facile à faire que je croyais. C'est-à-dire, pour tout vous dire, ces notes que j'avais réunies en plusieurs mois, en une journée,
hein. En une journée, j'ai fait mon plan. Parce que bon, ça rentrait assez vite dans les cases. Donc voilà. Non, parce qu'en fait, comme au départ, je l'ai fait, encore une fois, c'est pas une commande, au contraire, hein, il a fallu convaincre mes bien aimés éditeurs éventuellement. Euh, mais j'avais vraiment envie. C'est un livre que j'ai écrit parce que ça me faisait plaisir. Donc j'ai décidé de me faire plaisir. Voilà, Vous avez et bien c'est fait, tout. Et ça a bien marché. Voilà. en tout cas, je tiens à dire, c'est quand même, vous avez l'air de dire le contraire, mais c'est quand même très structuré, très bien Oui, 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 écrit. oui. Ah oui, oui, à la fin, Et oui, on oui. comprend tout parce que l'écriture est très fluide. Et Ouais. voilà. Et c'est ça qui demande le plus de travail d'ailleurs dans cet exercice, hein, de pop culture, de pop philo, y compris Star Wars. C'est que ça, c'est le compliment qu'on me fait souvent, enfin, quand on me fait un compliment, c'est celui-là qu'on me fait volontiers, c'est ah, ben c'est fluide, c'est facile à lire. Et j'explique aux gens effectivement que le plus gros du travail, c'est effectivement que ce soit facile à lire, que ce soit fluide, parce que construire un raisonnement qui se mette un moment à la place du lecteur pour que passer d'une idée à l'autre de manière assez organique, naturelle, ça n'a rien de naturel du tout. Voilà, c'est tout le boulot, c'est ça. Voilà, donc On c'est travaille. l'essentiel du travail en fait, hein. Voilà, Je merci. confirme. Je confirme, j'y suis en ce moment. Ouais, Et c'est l'essentiel du travail pour que ce soit fluide. Ça représente beaucoup de travail et évidemment, ce travail ne doit pas se voir. Alors, ouais, il y a ouais, Aude qui nous dit, vous n'avez fait que, alors voilà, vous ne travaillez ouais. pas assez, Excusez-moi. vous n'avez fait que Star Wars et Stranger Things, mais si jamais vous vouliez faire aussi 24 heures chrono et The Walking Dead, ça serait vraiment cool. Ah, d'accord. Alors écoutez, bah, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il faut que ça me parle. Je le fais pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être. Hein, c'est pas des livres de commande du tout. Voilà, c'est pas du tout des livres de commande. Euh, pour être vraiment, mais là, c'est la vérité, je te jure. Quand j'ai fait mon Star Wars, c'est parce que un copain, donc Francis Métivier, m'avait dit qu'il dirigeait une collection. Est-ce que j'avais envie de parler de pop philo? Et je lui avais dit, bah, tiens, ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose sur Star Wars. Ce qui me bloquait, c'était éventuellement les droits et tout ça. Et au moment où on a parlé de 2013, il s'est trouvé que 2 ans plus tard, un an et demi plus tard, sortaient les nouveaux épisodes. C'est tombé pile. Alors évidemment, ça a été impeccable. Voilà. La Stranger Things, je sais pas, on attend indéfiniment la saison 5. Donc là, voilà. Mais c'est des choses que j'ai envie de faire. Alors donc, Walking Dead, pour l'instant, moi, j'ai pas trop regardé. Tout le monde m'en parle. Mon frère l'a vu, etc. Mais il y a plein de séries comme ça où j'ai mis un temps fou à m'y mettre. Et une fois que je suis rentré dedans, par exemple, Game of Thrones, on m'en avait parlé depuis 2 ans. Puis comme la plupart des gens, ceux dont tout le monde parle, vous n'avez pas envie de vous y mettre. Voilà. Et en fait, Game of Thrones, par exemple, dès que j'ai commencé, je crois qu'en une semaine, j'ai fait 3 saisons. Enfin voilà, j'ai pas pu m'arrêter. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas Walking Dead? Alors après, Walking Dead, vu la thématique, il y a des choses dont je parle dans Stranger Things, hein, puisque je parle Oui. beaucoup de la saison 3 avec les morts vivants et surtout on parlait de la morte amoureuse. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est la comparaison entre l'au-delà, le fantôme qui est en fait un esprit qui est encore en vie et le mort vivant qui est le corps. Voilà, donc c'est deux manières de vivre dans l'au-delà qui sont soit l'esprit pour le fantôme, la morte amoureuse qui est très belle, qui est rayonnante, qui est blanche, voilà, et puis le mort vivant qui lui n'est qu'un corps. Ce qui pose la question de ce que nous on est. Voilà, est-ce qu'on est âme ou corps, esprit ou matière, voilà. Donc cette thématique des morts vivants qu'on trouve chez Romero à l'origine, hein, dans les années 68 d'abord et puis 80. La saison 3 commence par le jour des morts vivants, voilà. Donc Walking Dead, c'est des termes à la mode, effectivement. En plus, c'est intéressant, hein. Enfin, je veux dire, pourquoi pas creuser un peu, hein. Il y a Walking Dead, il y a The Last of Us aussi, série adaptée d'un jeu vidéo. Donc toutes ces thématiques de morts vivants, de monde post-apocalyptique, il y aura aussi des choses à creuser, effectivement, comme le suggère Aude, euh, d'état de nature, sur comment réinventer la société. Enfin, il y a vraiment, vous voyez, le thème des ruines, hein, le centre commercial en ruine qu'on voit aussi dans The Last of Us. J'en fais encore avec l'accent, hein, The Last of Us. Voilà, donc en tout cas, oui, enfin, on peut toujours trouver. Voilà. Moi, mon point de départ, c'est que ça me plaise. Voilà, encore une fois, je ne fais pas des trucs parce qu'on me dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, ou voilà, c'est parce qu'à un moment, il y a une envie quand même, hein, de le faire. Voilà. Hmm.
Et d'ailleurs, Pierre se demande s'il y a vraiment euh, quelque chose qu'on peut rapporter à notre monde, parce que au tout début, dans la saison 1, cette espèce d'envahissement, cette espèce de créature, elle est toute près, elle est juste de l'autre côté du mur. On entend, on la voit pas, on ne sait pas ce qui menace. On ne peut pas aller chercher son enfant qui est de l'autre côté du mur. Enfin, il y a quand même un truc là qui est quand même super angoissant. Et c'est un Mhm. peu ce qu'on vit dans un monde de chaos, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend en fait. Ben voilà, c'est ce que je dis d'ailleurs, ce que je dis d'ailleurs, parce que le monde à l'envers, le mot, comme je le dis en philosophie, le thème, le terme, la notion de monde, il n'y a rien de plus vague en fait que le mot monde. Mm. Voilà. Et l'idée du monde à l'envers, ou en tout cas d'un monde parallèle, puisque je traite de cette histoire de l'autre monde, d'un monde parallèle, et je le raconte dans le livre. Un copain m'a dit, ça devait être au lendemain de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que le monde parallèle ou l'autre monde? C'est quand tous les repères, l'ordre dans lequel on vivait s'écroule. Voilà, et on n'était pas prêt. Ce qui vaut aussi pour son monde à soi, puisque le monde, c'est, comme je le dis, c'est à plein d'échelles. Le monde, c'est en fait, c'est une interface entre le subjectif et l'objectif, entre l'intérieur et l'extérieur. Un moment où Will Byers dit à son copain Mike, bienvenue dans mon monde. Voilà, donc le monde, c'est la manière dont nous percevons les choses. Voilà, effectivement, ce mal qui court, cet inconnu, dans la série, d'ailleurs, le mal, c'est pas seulement les monstres, hein, c'est aussi les Russes. Alors, ce qui est pas mal, c'est que c'est les années 80, pays soviétiques, mais alors, grâce à Poutine, c'est revenu à la mode, en fait, hein, le méchant russe. D'ailleurs, c'est dans la saison 3 où le méchant russe ressemble à Terminator. Voilà. Mais en tout cas, voilà. C'est aussi, si vous voulez, c'est l'envers, effectivement, de la nostalgie dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, on a la nostalgie du passé, une sorte d'angoisse face à l'avenir. Et quand je dis l'avenir, c'est l'avenir immédiat, quoi. C'est-à-dire ce Oui. que, de quoi le présent va accoucher, mais la semaine prochaine. Enfin, si je veux dire, si la Chine envahit Taïwan, enfin, pour moi, c'est la case qui reste à cocher pour l'apocalypse, hein. Je pense que, Mm. voilà, on a là, moi, comme je le dis à qui veut l'entendre, quand on écoute les nouvelles, ça me rappelle mes cours au collège, l'Europe et le monde en 1914. Voilà. Hein, on Mm. a quand même une ambiance en ce moment qui est d'autant plus, voilà, d'où on se réfugie dans l'époque doudou, les films doudou, et effectivement, ce monde à l'envers. C'est quoi ce monde à l'envers? C'est peut-être notre monde. Enfin voilà, et ce passage entre les deux, c'est la crise. Hein, vous savez, je ne sais plus qui disait, c'est la fameuse formule, un monde meurt, un autre va naître, et entre les deux naissent des monstres. Voilà. Nietzsche. Hein, donc, comment? Nietzsche. Nietzsche. Je crois pas que ce soit lui, mais comme je le sais pas non Ah plus, non, non, non. je sais plus si Euh, c'est Chomsky ou je sais plus. Bref. on va retrouver. On va On va retrouver, retrouver voilà, avant la voilà, fin de voilà, l'émission. voilà, voilà. Mais en tout Euh, cas, ouais, mais c'est typiquement ces moments de crise naissent des monstres et je pense que la série, c'est exactement ça. C'est peut-être pour ça qu'elle fonctionne aussi d'ailleurs, hein. Elle Bien exprime sûr, l'angoisse de bien l'époque, sûr. hein. Voilà, voilà. Tout ce qui nous permet d'exprimer l'angoisse présente. Mais alors, Nathalie, alors, vous avez parlé beaucoup de choses avec Nathalie, et moi, j'ai une Claire qui dit, vous n'avez pas parlé beaucoup du rapport féminin-masculin. Et Ouais. elle est frappée dans la série, alors elle me dit qu'elle n'a pas lu votre livre, mais que dans la série, elle est frappée par une chose. D'abord, il y a trois garçons qui sont Mm, bien des garçons, machin, etc. Et que finalement, la fille, dans les plus jeunes, elle a des pouvoirs. mm. Et que la femme qui défend son fils, elle est finalement très courageuse, c'est elle qui y croit, c'est elle qui croit vraiment qu'il a un problème, c'est elle qui convainc le flic d'y aller et elle met longtemps. Est-ce Ouais. qu'il n'y a pas là une super présentation de ce pouvoir féminin et des femmes puissantes? Eh bien, évidemment, alors, à double N'ayez pas titre, l'air embêté, hein, c'est pas non, non, grave. je suis pas embêté. Non, non, ben non, je suis pas du tout embêté. Bah, au contraire, en plus, hein, c'est pas désagréable de dire à une femme que c'est des femmes puissantes. Non, non, mais parce que je suis en train de penser que c'est exactement le négatif de Star Wars. Mm. Voilà, Ouais. négatif de Star Wars où on a que des hommes, où la seule femme est très quand même archétypale, la princesse Leia Princesse, quand même, hein, princesse. bon, princesse Leia
c'est la princesse, voilà, moyenâgeuse, voilà, qui est juste Mm. là. Bon, il s'en moque un petit peu, puisque quand Luke Skywalker vient la sauver, elle dit, tiens, ils embauchent des nains maintenant dans l'armée. Bon, voilà, bon, elle se moque un peu. Donc, vous avez deux femmes, vous avez la princesse Leia, puis dans l'autre trilogie, Padmé, voilà. Voilà. Et les femmes sont un peu réduites. Les scènes d'amour chez Lucas sont quand même pas brillante, hein, il n'est pas très bon en comédie romantique. À mon avis, c'est pas la route de Madison, hein. George Lucas, il n'aurait pas pu faire ça. Et effectivement, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe, puisque dans Star Wars, vous avez Dark Vador, le père. Tout se fait par le père. Alors que dans Stranger Things, il y a pas de père. Enfin, je veux dire, les pères sont très, très absents. Ce sont les mères qui sont là. Déjà, ils n'ont pas de père. Ils ont tous un problème. C'est la mère solitaire. Le père, bon, il y en a un, celui des bailleurs, s'il est toujours devant la télé, à pas faire grand-chose. Il est complètement insignifiant par rapport à la mère. Et puis elle-même recherche sa mère. D'ailleurs, on ne sait pas trop de quoi elle est née, la fameuse Eleven. Sa mère a accouché à l'hôpital. Alors, comme je le dis, on se retrouve encore avec un personnage à moitié christique, dont la mère est tombée enceinte, on ne sait pas trop comment. Donc, en fait, c'est les femmes qui vont remplir les rôles que les hommes, en général, remplissent. Voilà, finalement, là, on a le, ce qui est la copine du héros, en fait, c'est le copain de la héroïne. Voilà, le fameux, en tout cas, le Mike qui est son copain, qui la recueille comme E.T. est recueilli. Voilà. Donc, c'est vraiment un négatif où tous les rôles qui étaient plutôt attribués avant aux hommes sont plutôt attribués aux femmes. Et effectivement, c'est elles qui sont puissantes. Dans la bande, d'ailleurs. C'est un peu ce qu'on voit y compris parce qu'il y a deux classes d'enfants, hein, pour ceux qui connaissent la série. Vous avez les enfants de 11, 10, 12 ans qui jouent au jeu de rôle, puis vous avez leurs copains, enfin leurs grands frères et sœurs qui sont adolescents. Voilà. Et là, vous avez le garçon Steve Harrington là, qui va jouer finalement la babysitter, donc plutôt le rôle féminin. Et en face, vous avez la fille, la grande sœur de Mike, qui elle va finir avec une mitraillette, ça va devenir la héroïne. Voilà, donc effectivement, c'est plutôt un. D'ailleurs, l'épisode qui s'appelle Monstres et super-héros est traduit volontiers par Monstres et super-héroïne, puisque c'est plutôt, voilà, c'est toujours la sauveuse, c'est toujours elle qui vient sauver la. Mais c'est pas où est le sauveur, c'est où est la sauveuse. Voilà, c'est Mm. toujours la fille qui vient sauver les garçons. Donc, si on rajoute aussi on disait tout à l'heure avec Nathalie sur l'amitié, hein, il y a aussi effectivement toujours le lien amical, mais oui, c'est du girl power, hein, empowerment, voilà, c'est tout à fait ça. Alors, justement, il y a un garçon qui se demande, il n'a pas mis son nom, mais il se demande si c'est pas étrange d'avoir, je dis un garçon, ça doit être un monsieur, et si, de voir que nos enfants s'intéressent tellement à cette époque où il n'y avait pas de tablette et où ils n'avaient pas de téléphone portable, ils ont l'air absolument passionnés par ce truc-là. Nous, évidemment, il y a la fonction nostalgie et expliquer Ouais, mieux que ce que nous ouais, disons par cette série. Comment ouais. vous expliquez cette attraction-là? Eh bien, alors justement, je passe toute ma première partie là-dessus. Je me suis inspiré, puisqu'on parle du terme inspirant, donc d'une Sarah Oana, professeure de cinéma, dont j'avais assisté à une conférence, qui l'avait intitulée La nostalgie de la matière, justement, en parlant de Stranger Things. Effectivement, comme je le dis, quand on regarde ces objets des années 80, cassettes VHS, magnétoscope, vélo et tout ce que vous voulez, on n'a pas seulement la nostalgie des objets d'avant que des objets actuels auraient remplacé, on a la nostalgie de la matière, puisque ces objets ont été remplacés par rien du tout. C'est-à-dire maintenant, il Mhm. n'y a plus de support, tout est en flux. Comme je dis, on a notre vie dans un téléphone, hein. Tout est en flux, tout est en streaming, voilà. Or, bah, les objets, c'est quand même, et la matière, c'est quand même euh, Hegel, que je critique par ailleurs, appellerait de l'objectivation, c'est-à-dire regarder autour de vous, derrière moi, chacun chez soi, là, comment exister, comment se sentir chez soi, sinon en créant un monde à son image autour de soi. Voilà, c'est-à-dire que je matérialise
mon esprit, mon goût, ma personnalité se trouve autour de moi. Or, si les objets disparaissent, si le monde extérieur disparaît, alors rien d'autre existe que dans ma tête. Voilà, et donc je pense que ce qui fascine les enfants et même les grands, hein, c'est cette époque où on pouvait se reposer sur des objets comme sur une réalité, hein, qui rendait nos Mm. existences plus réelles, plus tangibles. Voilà, donc ça m'étonne pas. Enfin voilà, il y a quelque chose j'évoque parce que évidemment je fais les ponts, comme on l'a dit, avec d'autres références, et je parle pas mal de Retour vers le futur, parce que ce qui est Oui, intéressant ah, dans tout à fait. Vers le futur, c'est comment ils imaginaient le futur. Alors en plus, en 2015, pour nous, c'est déjà Ouais. du passé. Alors on était en Oui, 85, il fait, on est en 2015. Et alors comme je le raconte, ils imaginaient un cahier, hein, et des feuilles de papier qui s'effacent toutes seules. Alors, comme je dis ça, ils sont vraiment, enfin voilà, on n'a pas besoin de feuilles de papier qui s'effacent toutes seules. Nous, on n'a plus de feuilles de papier. Voilà, on n'a pas besoin de. Ils ont des fax dans toute leur maison. Donc, voilà. En fait, on imaginait un futur surmatérialisé, quoi. Enfin, voilà, oui, avec toujours très en deçà. voilà, 13 ans de ça. C'est assez marrant, c'est-à-dire que avec leurs rêves de vol, c'est toujours les mêmes rêves, hein, la voiture qui vole, là, en disant, là où on va, on n'a pas besoin de route. Donc ça, dans toutes les science-fiction, voilà. Donc en même temps, ils ont imaginé trop, en imaginant qu'en 2015, on aurait des voitures qui volent. Et en même temps, je pense qu'ils sont passés, mais c'est normal, c'est inimaginable, vu la révolution qu'on a vécue. Je pense qu'ils Mm. sont à milieu d'imaginer la révolution numérique et se dire qu'on aurait tout dans notre téléphone. Alors ça, je pense que c'était le truc inimaginable, quoi, de se dire de. Je pense que si Marty McFly arrivait vraiment aujourd'hui depuis 85, il serait encore plus étonné, quoi, avec tout le monde qui a son téléphone, C'est clair. avec ses applis. Je pense qu'il comprendra rien du tout à ce qui se passe, hein. Voilà. Alors, avant de rendre la conclusion à Nathalie, c'est Antonio Gramsci. Le vieux monde se Voilà. meurt et le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Voilà. Et ben, Voilà. c'est quand même un bon résumé de Stranger Things. C'est Voilà, quand même beaucoup plus effectivement. beau que Voilà, ça fait la bien, phrase hein. approximative. J'aurais dû le mettre en exergue. Oui, je disais Chomsky, non, non, c'est Grabski. Voilà. Très belle formule, voilà, Ouais, effectivement. magnifique. Si j'ai un poche, je le mettrai dans le poche. Donc, Voilà, ça résume bien. allez en librairie, allez acheter Stranger Philo. C'est un bon cadeau qu'on peut faire à des quinquas, à des quadras, à des plus jeunes, à tout le monde. Tout le monde peut Des le lire. ados, voilà. Voilà, ça fait une bonne révision aussi du bac parce que pour les terminales, parce qu'il y a toutes les thématiques qui sont revisitées Ouais, avec ouais, ouais, intelligence et parfois humour par Gilles Vervitch. ouais, Donc, allez ouais, ouais. acheter Stranger Philo, c'est dans toutes les librairies depuis le 15 novembre. C'est aux éditions Flammarion. Avant de vous donner le mot de la fin, nous, on se retrouvera mercredi où on va parler de manga, des conseils de manga, aussi des thématiques qui sont développées dans les mangas. Donc, Gilles, je vous laisse le mot de la fin. Je suis un peu étonné. Bah, le menu de la fin, je sais pas quoi veut dire. Acheter mon livre. Mais sinon, à part ça, oui, le mot de la fin, voilà. Un philosophe grec, Héraclite, présocratique, disait aux gens qu'il avait invités à manger et qui étaient entrés, il y a aussi des dieux dans la cuisine. Donc, je dis, lisez, il y a aussi de la philosophie dans Stranger Things. Voilà, c'est pas mal ça. Parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là pour parler de De Stranger rien. Philo. Et allez en Merci. librairie, donc acheter Stranger Philo. Merci. Bonne soirée à tout le monde.